On va passer à une présentation extrêmement intéressante qui amènera, j'espère, à des questions-réponses qu'on aura dans la salle. Moi, j'ai plein de questions de toute façon, puisque j'ai demandé à Carlo D'Azzaro Biondo de venir nous rejoindre. Et il est président EMEA de tout ce qui est partenariat Google. Et on va passer un petit peu de temps sur un certain nombre de sujets avec votre présentation. Et ensuite, on fera quelques questions-réponses avant de passer au prix du cercle dans à peu près 25-30 minutes. Merci. Je vais essayer d'être quand même rapide. En fait, j'ai envie de vous parler un peu de ce que j'ai appris chez Google en 8 ans et ce que ça signifie pour moi et qu'est-ce que je pense être les défis que nous avons en face de nous. Et la première considération que je voudrais faire, c'est... En fait, je crois qu'il y a 2 grandes phases dans ce qu'on a vécu avec l'innovation sur Internet. Et souvent, on se dit, mais c'est tellement disruptif, ça change tellement de choses. Pourquoi ? Moi, je dirais, il y a eu une première phase dans laquelle, en fait, le marketing est devenu d'un coût fixe un coût variable. Et la vente aussi est devenue un coût variable. Des plateformes comme Google ou Facebook, ce qui a fait la puissance de ces plateformes-là, c'est qu'en fait, on s'adresse à eux, on dépense euro par euro, et quand on achète un mot-clé Google pour remplir un hôtel ou remplir un avion, c'est en fait directement un coût de vente. Et quand on est une PME et on dit, voilà, moi je veux aller à l'étranger, on n'a plus besoin de créer une force de vente dans tous les pays, on crée un site web, et le marketing devient un coût variable. Évidemment, ça a été très puissant, ça a été très disruptif pour plein d'industries, parce que la structure de la distribution a changé, vu que le marketing et la vente devenaient des coûts variables, et avant, ils étaient des coûts fixes. Aujourd'hui, on vit, à mon avis, une deuxième révolution. Bon, j'enlève ma veste, c'est toujours plus facile quand on présente, et puis je pense que... J'espère que ça ne vexera personne. La deuxième, pour moi, grosse transformation qu'on vit maintenant, c'est que l'informatique devient un coût variable. Aujourd'hui, pour accéder à du machine learning, pour accéder à une structure informatique performante, une PME n'a plus besoin de tout acheter, elle achète de la capacité et l'informatique devient un coût variable. Donc pour moi, ce que je viens de dire, ça comporte quoi comme conséquence ? Que la taille n'est plus un élément fondamental pour innover, qu'une petite et moyenne entreprise a, si elle adopte correctement ces technologies, la possibilité d'être compétitive avec une grande, qu'en fait la taille et la présence depuis des années, excusez-moi d'être aussi direct, mais je veux être honnête, est en fait un inconvénient, parce que lorsqu'on est présent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a une responsabilité, on a un certain nombre d'employés, on a une certaine structure, et on ne peut pas s'affranchir de tout ça lorsqu'on pense à quelque chose de nouveau, alors qu'une entreprise qui part à zéro, que ce soit une PME, une start-up ou une boîte, elle peut se permettre de partir à zéro en passant directement par le client et en oubliant tout process et tout passé pour créer quelque chose qui soit efficace par rapport au client. Et donc elle a plus de chances, je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, mais elle a plus de chances d'être orientée client. Ce qui est un énorme avantage lorsqu'on parle de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu vous dire ça parce qu'à mon avis, c'est 2 éléments très importants quand on parle de disruption et d'innovation. 2 autres choses que je voudrais faire remarquer et qui, pour moi, ont été des leçons importantes, c'est quels sont les paris que font ces grosses boîtes comme Google ou comme d'autres pour se développer sur Internet. Ce n'est pas des paris produits. L'innovation n'est pas vue par ces boîtes-là comme le produit en lui-même. Le search, comme l'a très bien dit Frédéric Mazella ou Marie-Noël, ce n'est pas Google qui l'a inventé. Hein. Il existait avant. Et il n'était pas si mauvais que ça. Mais qu'est-ce qui a fait que Google ou Apple ont transformé le téléphone ou le search et que c'est devenu... C'est qu'ils se sont basés sur des paris qui ont bien compris ce qui rendait rentable et efficace et efficient de faire ce produit. Et pour moi, c'est 3 paris qui sont toujours valables. Le premier, c'est le coût de stockage de l'information continue à baisser et le coût de calcul continue à baisser, la fameuse loi de Moore. Et donc, ils se sont dit, je peux parier sur le fait que je vais devoir gérer une grande quantité d'informations parce que je vais stocker de l'information pour que les gens aient accès à des sites rapidement et facilement. Deuxième pari, c'est l'effet réseau. Et on l'oublie souvent, mais de se dire, ouais, mais une plateforme qui a accès à beaucoup, beaucoup de monde, eh bien cette plateforme,
je pourrais faire travailler les gens pour moi, ils vont faire des applicatifs, des développements, des choses sur ma plateforme, et donc je vais travailler avec l'environnement, et donc je vais parier sur l'ouverture. Le grand pari qu'a toujours fait la boîte pour laquelle je travaille, c'est ne jamais aller contre le web, ne jamais aller contre cet effet réseau. Et si on y pense, c'est la première fois, et c'est le troisième pari, ce langage commun de l'Internet, c'est la première fois où on a vraiment des capacités pour lesquelles n'importe quelle machine peut communiquer avec une autre et se comprendre. Aujourd'hui, mon frigo peut comprendre mon téléphone portable, qui peut comprendre le mainframe IBM ou autre chose. Et je pense que ces trois éléments-là, cet élément de réseau, cet élément de langage, cet élément de coût de stockage, ont été les fondements de ce qu'on a vécu sur Internet. Je fais de l'histoire pendant une seconde. Et donc, il y a eu pour moi 4 phases. La première phase, ça a été bon, on a compris, et ça touche les 2 parties plus extrêmes du système d'information. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, les marketplaces, ou la partie commerciale. Évidemment, ça a touché d'abord les produits dématérialisés. Mais le coût du marketing et de distribution est toujours un coût important pour une activité commerciale. Et donc, ça a touché après tous les secteurs. Parce que comme il est devenu variable, comme il a baissé, comme il a changé, ça a changé. La deuxième partie, ça a été la mobilité. On s'est dit, ce pari sur le stockage, toujours présent, la puissance de calcul, eh bien, on peut le faire, mais parce qu'on l'a toujours sur soi, jour et nuit. Et évidemment, c'est un grand changement. Je peux inventer plein de nouveaux business models avec l'idée que vous l'avez toujours sur vous, cette puissance de calcul, et cette capacité d'accès à l'information, vous l'avez toujours sur vous. Donc on a pu inventer plein de choses en se basant uniquement sur ce principe de la pérennité, de l'accès possible. Et ensuite, la troisième phase, j'entends toujours parler d'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des considérations éthiques, et croyez-moi, je ne dis pas qu'on est tort ou qu'on a raison, mais on y réfléchit énormément, le sens de responsabilité est clair pour les entreprises dans ce secteur. Mais quand je discute en Europe, j'ai toujours une énorme crainte, qui est, on réfléchit toujours, et on a raison, et c'est beau qu'on fasse ça, parce qu'on provient de cultures qui ont une éthique et une attention particulière aux choses, mais on ne se donne pas la définition avant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est du machine learning. Pour l'instant, ce n'est que ça. Ce n'est que la capacité de dire, voilà, il y a plein d'informations, il y en a partout, il y en a plein. Et on va essayer de les comprendre, et si on met des êtres humains pour les comprendre et les analyser, il faudra un temps fou. Quand on nous dit, vous lisez les emails des gens, je dis, oui, on a environ 18 milliards d'emails envoyés tous les jours, donc on a 400 millions de personnes qui parlent 40 langues sur une île déserte et qui tous les jours lisent des emails. Évidemment que ce n'est pas possible. Donc, c'est quoi le machine learning? C'est cette capacité de l'informatique d'être extrêmement rapide dans analyser de l'information et en tirer des conclusions. Et là aussi, ça variabilise, ça rend beaucoup plus... Avant, c'était un temps fixe, compliqué, maintenant, ça rend exponentielle la rapidité à laquelle on peut développer des nouveaux processus. Et comme le processus, il est de plus en plus en ligne, parce qu'avec tout ça, on amène tout le système d'information en ligne, on n'amène plus uniquement, comme dans le passé, les 2 périphéries, aujourd'hui, on amène le tout en ligne. Parce qu'on veut travailler avec ses fournisseurs, et donc tout ça arrive en ligne, et un seul processus est en ligne, on ne le touche qu'une seule fois, ça touche toute l'entreprise. L'innovation, elle s'accélère, elle devient beaucoup plus rapide, et aussi beaucoup plus disruptive. Et ça, pour moi, c'est des constats importants qui m'ont toujours fait, qui dans les dernières années m'ont fait réfléchir à ce que comportait l'innovation. Quand mon patron dit, nous passons du mobile first à machine learning first, c'est-à-dire dans le passé, on se disait, il faut que tout ce qu'on fasse fonctionne sur un téléphone portable. D'ailleurs, il a eu raison. Les recherches aujourd'hui sont faites, pour la grande majorité, sur des portables, plus sur des fixes. Bon. Maintenant, ce qui se dit, c'est qu'il faut en sorte que ces données que nous pouvons recueillir, on sache les interpréter. Et donc, le machine learning vient avant parce que ça rend plus rapide le développement de nouveaux process, de nouveaux services, l'amélioration de la situation. Et ça, donc, c'est la manière de penser. On l'utilise dans plein de cas. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la photo, dans le search, dans le Gmail, dans la traduction. Les traductions sont devenues tellement bonnes grâce au machine learning. Jusqu'à 3 ou 4 ans, lorsque c'était sans machine learning, la traduction, elle progressait peu. Les écouteurs aujourd'hui qu'on a lancés il y a 3 mois, qui traduisent en 40 langues en simultané, ça va être une révolution importante. Mais ce n'est pas de Google dont je veux vous parler, en fait, c'est de ça. Pour être rapide, je pense que c'est ça, pour moi, qui est important. Il y a 5 principes que j'ai appris dans ma vie en travaillant chez Google, que je veux partager avec vous, parce que je pense que dans quelle que soit l'entreprise dans laquelle on se retrouve, ils ont une valeur, ils sont importants. Et après, on peut discuter de leurs considérations éthiques, des problèmes que ça comporte, j'en suis conscient, je ne fais pas un discours politiquement correct, là, j'espère de faire un discours qui est la réalité des faits. Le premier avantage, j'en ai déjà parlé, mais qu'ont les entreprises comme celle dans laquelle je travaille, c'est qu'elles sont reparties à zéro. Et c'est une règle absolue qu'on se donne, c'est ne jamais partir de comment on fait les choses, mais toujours partir du client.
Donc, quand on crée un nouvel applicatif ou un nouveau service sur Internet, on se dit il faut qu'il marche de manière efficace pour le client. Et c'est ce qu'on appelle le first principle. C'est oubliez vous-même, mais réfléchissez à partir du client pour que ce soit le plus efficace et le plus simple possible pour lui. Et ça, c'est terriblement disruptif. Parce qu'évidemment, ça crée une manière d'agir qui est, par définition, construite en termes du besoin client. Donc, par définition, elle est construite sur la base d'un critère d'efficacité. Deuxième élément, la simplicité. Et je crois que c'est ce qui caractérise le succès dans la technologie depuis des années. Ce qui caractérise d'ailleurs aussi l'activité qu'on a vue avec Frédéric Mazella et qu'on voit chez Orange, où ça ne marche que quand c'est simple. Pourquoi aujourd'hui l'assistant, vous savez, l'assistant que fait Alexa ou nous ou d'autres, la voix devient quelque chose d'important. Moi, j'ai la voix dans ma voiture depuis 15 ans, je crois, ou 14, enfin. Je n'ai jamais utilisé parce que ça ne marche pas bien. C'est pas agréable, c'est pas simple, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de trucs compliqués. J'ai envie de trucs simples. Pourquoi le search, ça marche? Parce qu'il y a une barre et n'importe quelle, on n'a pas besoin d'être un génie, on pose une question dedans, c'est facile. Pourquoi Apple, ça a marché mieux que l'iMode avec Bouygues? Je pense que vous vous souviendrez de tout ça avec moi. Au fond, ils faisaient la même chose. Mais comment? Cette simplicité est un élément absolument fondamental. Et je suis convaincu que l'effort à faire pour rendre les choses simples est ce qui fait la différence entre une boîte qui va gagner et une boîte qui ne va pas gagner quand on parle d'innovation. Je discutais l'autre jour avec le directeur général d'une grosse boîte d'automobile, dont je ne vais pas faire le nom, mais il m'a dit une phrase que j'ai trouvée fabuleuse. Il me dit, tu sais, chez nous, l'innovation, ce n'est pas l'auto quand elle sort, c'est comment on la produit. Ford, il a inventé le Taylorisme, non? Cette voiture qu'on construisait, noire pour tout le monde, mais en chaîne. Et puis Toyota, avec ce qu'ils ont fait, le Kanban, le JIT et tout ça. Donc l'innovation, c'est ça, c'est cette simplicité d'amener quelque chose qui fonctionne aux clients. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, se concentrer sur l'utilisateur est absolument fondamental. Je vais vous donner un exemple. Quelques années, on a sorti, vous vous souvenez de lunettes Google, ce truc-là où il y avait une espèce de bosse qu'on mettait là et il fallait regarder. Quand on l'a lancé, il y avait 4 trucs dedans. Il y avait un email, il y avait la possibilité de montrer ce qu'on regarde. Là, vous connectiez ça, enfin, il y avait une caméra, donc vous pouvez montrer ce que vous regardez. Il y avait un GPS dedans. Et il y avait une 4e chose qui était, ça faisait des photos, et une 5e peut-être, 4 ou 5, voilà. Mais on ne savait pas du tout laquelle aurait marché. On n'en avait aucune idée. Mais au fond, pardonnez-moi, on s'en fout. On s'est dit, on le lance, et puis c'est les usagers qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils aiment, et puis on développera la 2e version après. On fait travailler le client, on n'essaie pas de deviner. Ces boîtes-là, elles ne font pas de business plan à 5 ans. Vous savez, tout le business plan en hockey-stick qu'on présente à nos directeurs généraux, non, quand on leur dit, voilà, moi, j'ai fait un truc, alors pendant 3 ans, on va galérer, on va mourir de faim, et puis après la 4e année, pouf, on va devenir milliardaire. On n'essaie pas de faire ce truc-là. On le sait que ça ne marche pas. On n'essaie pas, on se réfléchit uniquement en termes de problèmes qu'on résout pour le client, de notre capacité à résoudre le problème, elle aussi financière, mais technique, et ensuite on se dit, bon, si les deux sont en adéquation, l'équation économique, elle dérivera et elle viendra. Et croyez-moi, ça fait 10 ans que je le vois chez Google, je le vois autour de nous dans les boîtes, dans les startups, c'est toujours vrai. Il faut vraiment que dans les écoles, on apprenne à faire le business plan différemment. Il faut arrêter de faire le business plan revenu, moins coût, se convaincre de l'hockey-stick, se raconter un peu n'importe quoi. Il faut plutôt partir du problème qu'on résout, de l'importance du problème qu'on résout, sa valeur, de la difficulté pour le créer, et ensuite, ça, c'est un business plan plus concret. Après, la partie financière, c'est une conséquence qui viendra. Je l'ai vécu pendant 10 ans. Au début, c'était très difficile pour moi, mais j'ai fini par comprendre qu'on peut réfléchir comme ça, qu'on peut le faire. Et quand je dis ce contexte utilisateur, c'est ça, c'est quel problème on résout, comment on affronte, c'est quoi, pourquoi, comment, mais c'est absolument fondamental. 4e élément, alors là évidemment, quand je parle en France, dans le monde du luxe, on me regarde, on dit mais ce mec il est fou, il faut l'interner. J'espère pas encore, mais enfin un jour ou l'autre ça m'arrivera peut-être, mais n'essayez pas la perfection. Nous ici, Français, on aime la perfection. Nous sommes le pays de la cuisine, nous sommes le pays de la culture, nous avons un des passés historiques les plus importants du monde, et nous aimons les choses bien faites. Hein. Le vin, on ne fait pas n'importe quoi, et on a raison. Le luxe non plus, on ne fait pas n'importe quoi, et on a raison. Mais ce qui fait qu'on se prend tout le poids de tout faire nous-mêmes. Alors que lorsqu'on fait de l'expérimentation et on laisse faire, on adapte. Les produits que sortent des entreprises, alors après vous me direz, il y a des limites à ça, il faut faire attention à la sécurité, bien sûr, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire. Mais quand on a sorti les lunettes ou le téléphone Android au début,
Encore une fois, je me souviens de discussions avec plein d'opérateurs télécoms, on n'en savait rien de quel aurait été l'usage qui aurait été le plus élevé. Je vous demande aujourd'hui, et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans les télécoms, quand l'appareil photo est sorti sur un portable, combien d'entre nous y croyaient à ce moment-là? Moi, j'y croyais pas. D'ailleurs, la lunette Google, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'usage le plus avancé était de montrer ce qu'on voit. Et que c'est devenu d'ailleurs un outil B2B pour les médecins et plutôt que pour les privés, parce que c'était ça que les gens utilisaient le plus. Moi, le pari sur le téléphone, que l'appareil photo aurait été aussi important dans un téléphone portable, eh bien, personnellement, j'y croyais pas. Je ne vais pas vous raconter que McKinsey ne croyait pas au téléphone portable, parce que ça aussi c'est vrai, et c'est quelqu'un de McKinsey, il va me taper dessus, parce que c'est injuste de présenter les choses comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est on essaie toujours de deviner, de faire un truc parfait, de l'amener sur le marché, et après de convaincre le marché à le prendre. Moi, je pense que ces boîtes-là, elles réfléchissent de manière différente. Elles disent, on amène un truc sur le marché qui peut faire plein de trucs, on regarde comment les clients l'utilisent, et après, rapidement, on s'adapte et on fait avancer la partie qui était prise en main par le client. Mais on fait travailler le client, on n'essaie pas de deviner nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Dernier élément, je prendrai encore 2 minutes et après on passera aux questions, je vais essayer d'être plus rapide, je pense que... Mais j'avais envie de parler d'innovation plutôt que de présenter mes slides, pour être franc. Les modèles ouverts. Alors on peut en discuter éternellement, et c'est un peu le paradoxe qu'il y a aussi avec la régulation. Là, je prends un risque en disant ça, mais pourquoi c'est si compliqué pour des régulateurs de réguler le nouvel monde de l'Internet, des boîtes comme nous ou d'autres? Parce que quand on regarde une plateforme comme Android, on ne peut pas nier qu'elle est créatrice de postes de travail. 3 500 000 postes de travail créés en 4 ou 5 ans pour les gens qui font des applicatifs, des jeux, des trucs qui n'existaient pas avant. On ne peut pas le nier. Dites-moi en Europe, qu'est-ce qui a créé plus de postes de travail que ça? Honnêtement, c'est dur de trouver. C'est vraiment, ça a créé... Ça développe quoi, les PME? Ça embête quoi, les grosses boîtes? Parce que ça disrupte. C'est compliqué de réglementer un truc pareil. Qui a raison, qui a tort? On cherche quoi? C'est difficile, c'est vraiment difficile. Il faut réfléchir de manière, je pense, différente. Et moi, ma crainte pour l'Europe, c'est en fait 3 choses. La première, c'est quand on parle de données, on oublie que l'essentiel, c'est le partage. Je vais vous donner un exemple pratique. Je prends toujours cet exemple-là. Mais... Vous savez, on a commencé à faire des photos il y a 3 ans de cancer de peau et de cancer de peau. On ne sait pas les interpréter. Ce n'est pas le machine learning tout seul qui va le faire. Hein. Il faudra bien sûr avoir une compétence des médecins. Ou quand on a soigné le diabète, et on a soigné le diabète avec Sanofi. Encore une fois, je pourrais parler d'autre chose que Google, je m'en fous, mais c'est juste pour donner l'exemple. Les frontières industrielles sont en train, je vous assure que je suis convaincu de ce que je suis en train de vous dire, de tomber. Orange, c'est une banque ou un opérateur télécom? Je ne sais pas. Mais il peut être une excellente banque, parce qu'il a le service client, parce qu'il a le réseau, parce qu'il a l'accès aux clients, et parce qu'il a une certaine quantité de clients qui travaillent avec eux. Pourquoi il ne serait pas une excellente banque s'il le veut? Nous, quand on travaille avec Sanofi, on soigne le diabète, on est quoi? Je ne sais pas dans quel secteur on est. Il nous faut bien sûr la compétence d'une boîte comme Sanofi pour pouvoir le faire. Mais aussi, ils ont besoin de gens qui puissent mesurer sur le corps humain certaines choses, je ne sais pas ce qu'ils mesurent, enfin le glaucome, la température. Et aujourd'hui, dans la médecine, tout va changer pour ça. Et si nous, en Europe, on crée des situations dans lesquelles on dit ce qu'on limite, c'est le partage de la donnée, et on rend ça difficile, eh bien, on va laisser en main tout ce marché aux Américains et aux Asiatiques. Insiste sur dire, je pense qu'il faudra qu'on y travaille ensemble, sur le fait que, attention, partage de données ne veut pas dire viol de privacy, ça dépend de comment c'est fait. Attention, système sur le cloud ne veut pas dire insécurité, ça dépend de comment c'est fait. Le contraire de sécurité, c'est pas fermé, ouvert. Et je pense qu'il faut faire très attention à comment on construit les choses. Attention, lorsqu'on parle de données, qu'on ne confonde pas données statistiques avec données individuelles. Et on en parle très peu en Europe. On fait tout un mélange et on se met à hurler en disant tout ça c'est catastrophique. Attention, on en a besoin comme le pain. Si on ne partage pas la donnée entre secteurs industriels, on ne pourra pas innover et créer de nouveaux services. Mais personne ne pourra le faire en Europe. On bloquera le système. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse attentivement à comment respecter la vie privée, quelles limites il faut se donner sur l'usage des données qu'on a quand elles sont quantitatives et qualitatives et appartiennent à quelqu'un, mais comment on crée un système qui permette son partage. Car ce partage permet de créer des nouveaux services et change la situation. La quantité d'exemples que je pourrais vous sortir de secteurs industriels qui, grâce à l'usage de l'Internet, rentrent et créent de nouveaux services, elle est gigantesque. On va parler par la musique, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait. Mais si vous réfléchissez, il y a toujours à la base un effet réseau, un partage de données d'une quelque manière, la création d'une base de données, et ensuite un moyen d'accéder au client qui peut être extrêmement important.
Donc voilà, ces principes-là, c'est pour moi ce que je vois aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit intervenir sur la technologie. Pour terminer, j'aurais juste deux choses à dire. C'est le fait que le coût de l'informatique devienne variable avec le cloud computing, le fait que le machine learning permette d'analyser de plus en plus de données, le fait que les process industriels seront de plus en plus en ligne et pas chez soi, vont être beaucoup plus disruptifs que ce n'a été la révolution du marketing qu'on a vécue dans les 20 dernières années. Google est un enfant de la révolution du marketing, n'est pas un enfant de la révolution à venir. Est-ce que nous saurons être enfants de la révolution à venir ou ce sera quelqu'un d'autre qui portera la flamme? Je ne sais pas. Mais là où je suis prêt à prendre un énorme pari, c'est que cette révolution dont je vous parle aujourd'hui, qui est non seulement le coût du marketing est variable, mais le coût de l'informatique est variable, le process est en ligne, et la donnée est ce qui sous-tend le partage. Aujourd'hui, je peux construire un siège pour ma Renault avec mon fournisseur parce qu'on travaille ensemble directement, parce que le système d'information, il est connecté. Ce n'était pas comme ça il y a 5 ans. Combien de banques je vois qui viennent nous voir en disant « Est-ce que tu peux m'aider à faire en sorte que mon système d'information il aille en ligne pour que je puisse créer des services pour les clients ?» Les télécoms ont mis en ligne une bonne partie de leur système d'information pour pouvoir créer ce qu'ils ont fait. Encore une fois, la banque ne serait pas née si le système d'information n'était pas en ligne, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est ça les enablers, c'est ça le changement. On n'est qu'au début, on ne sait pas qui vont être les gagnants de cette bataille, mais c'est clair que si on se met en condition d'y participer, et si on accepte certains principes, je pense qu'on est mieux placé que si on essaie de faire une bataille de tranchées. Donc moi, mon principe, c'est comment on fait pour plus collaborer. J'ai décidé depuis 4-5 ans de me dédier exclusivement aux partenaires chez Google, parce qu'on s'est dit qu'en Europe, on avait un gros problème, on faisait que de l'activité commerciale et pas tellement de partenariat. On n'était pas très liés aux produits. Et je suis allé voir mes patrons, les écouteurs, je pense que c'est fondamental qu'on fasse ça, parce que sinon, d'abord, on va finir par se faire détester et tuer, et ensuite, on n'amènera pas le vrai potentiel. Avec le machine learning et tout ça, on a besoin de travailler avec d'autres et de créer des trucs ensemble. Donc voilà ce qu'on essaie de faire, et voilà un peu les quelques principes que avec lesquels j'essaie de réfléchir. J'ai été un peu plus court que prévu, mais je pense que c'est pas plus mal. Donc je suis à vos dispositions pour des questions. Merci. On va prendre quelques... En plus, c'est dit avec beaucoup de passion, ce qui est agréable. On va prendre quelques questions. Si vous avez des questions dans la salle, on a quelques minutes. Allez-y, même si allez-y, allez-y, j'ai l'habitude. Shoot me. Donc, oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. En tout cas, les 5, je ne sais pas si ça va fonctionner, si on peut revenir en arrière, les 5 principes sont intéressants pour les métiers de directeur juridique. Moi, j'adhère complètement à ce qui est là. Il faut essayer de réfléchir à ce que ça peut pour impacter votre métier au quotidien. C'est pas si simple, hein. C'est très simplement écrit, c'est pas si simple à mettre en œuvre. J'ai une petite question dans la salle. Sinon, vous la posez sur Google, on y répondra. Il y a quelque chose que vous avez abordé qui est très important. Il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est très importante. C'est ce que l'on voit en stratégie, c'est ce qu'on appelle la croissance adjacente, et donc c'est ce qui fait qu'on va aller sur d'autres secteurs d'activité. Oui. On voit Orange qui fait la banque, on voit Carrefour qui fait aussi la banque, on voit Sanofi qui aussi avait fait un partenariat avec Coca-Cola pour faire Beautifique, Onobiol, je bois, je suis belle. Donc ça c'est plutôt du marketing, mais on voit surtout des produits qui vont aller dans différents secteurs. On l'a vu avec la personne qui représentait l'innovation chez Orange. Oui. Ça crée un problème d'équilibre par rapport à la régulation sectorielle. Quand Google arrive sur un secteur de la santé, il n'a pas le secteur de la santé. Non. Quand Google arrive sur la banque, il n'a pas le secteur bancaire parce qu'il vient d'un autre secteur. Donc, ce qui va faire beaucoup de bruit au sein des directions juridiques, c'est de savoir comment je peux anticiper ça, comment je peux anticiper à aider mon business à rentrer dans un autre secteur avec une autre régulation. Je pense. Ou comment je peux aider mon entreprise à bloquer une entreprise qui souhaite rentrer sur mon secteur et utiliser la réglementation pour le bloquer. C'est un phénomène qui est assez fondamental d'un point de vue juridique et d'un point de vue stratégique. D'abord, j'ai envie de vous répondre de manière très provocatrice. Nous sommes dans le pays du droit. Pourquoi on aurait le droit, alors qu'on a voulu ici abolir les privilèges en 1789, pourquoi on crée les privilèges des entreprises qui ont droit à être grands à vie? Parce que je suis grand, c'est pour toujours. Aujourd'hui, l'entreprise, quelle qu'elle soit, quelle taille elle est remise en question et elle doit se remettre en question et accepter le changement. Il n'y a plus de position aristocratique d'entreprise pendant 30 ans. C'est fini pour tout le monde, mais c'est vrai pour nous aussi. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai que la taille peut être un avantage parce qu'on a des moyens financiers, mais ce n'est pas une garantie. Il faut accepter ce principe-là. Et je pense que ça, en Europe, on a des problèmes à l'accepter.
Parce qu'on a encore un aspect statut. Je travaille dans une grosse boîte, la plus grosse boîte, elle a un statut, je suis un peu le noble de la situation. Et je pense que ça, c'est un problème de mentalité sur lequel il faut qu'on travaille pour aller vers de nouveaux secteurs. Parce qu'on se sent toujours dans son secteur. C'est chez moi et j'en suis l'aristocrate. Et je pense que c'est un danger pour nous en Europe. Premier point. Deuxième point, j'ai essayé de vous amener les 3-4 éléments fondamentaux, à mon avis, de ce qui se passe sur Internet. Le système d'information, la variabilisation des coûts, les business models où on part du problème et qu'on résout et on arrive et plutôt que du coût et des revenus, de comprendre que le revenu est une conséquence de quelque chose. Donc c'est revenir à ces fondamentaux et c'est se dire, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai comme atout et logiquement, qu'est-ce que je peux amener? Alors, si on prend l'opérateur télécom, il a quand même un réseau, il a quand même un service client, il a quand même un billing et il a des centres d'appel. Avec ça, et un censeur quelque part, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut se doter des moyens d'organisation? Quand on est une grosse boîte, la grande difficulté, et je vais terminer avec ça, c'est aussi qu'on se dit, est-ce que ça en vaut la peine? Et chaque fois qu'on fait de l'innovation, est-ce que ça me générera assez d'argent pour être significatif par rapport à ma taille? Eh oui, mais si on se pose cette question trop souvent, on bloque. Donc, moi, ce que j'ai vécu dans mon expérience dans les 10 dernières années, ça a été se dire, si le problème que je résous est un problème significatif, ça va devenir un grand business. Android, ils avaient la conviction dès le début que ça serait plus gros que le search, et c'est en train de le devenir. Le cloud, même chose. Mais si c'était dit, je dois protéger ce que j'ai en main, il ne l'aurait pas fait. Quand on fait l'assistant aujourd'hui, on va détruire une partie de ce qu'on fait dans le search. Donc je pense qu'il faut accepter de se cannibaliser. Voilà. Et accepter, beaucoup est dans la tête, dans la mentalité. Maintenant, de penser qu'un secteur industriel restera un secteur industriel et ne bougera pas, pour ce que j'en comprends, j'en connais aucun. Ni la banque, ni l'assurance, ni le voyage, ni aucun secteur ne peut rester exactement le même, je pense. Ni le transport en voiture sur des rails, c'est ça? Ni le transport en voiture sur des rails, il faut qu'il change. Mais tout le monde est en train de changer. La voiture, est-ce qu'on est tout seul et tout ça, ça arrivera. Mais je pense que c'est vrai. Vous en êtes où de la voiture justement autonome? Ah, Nicolas. Si je ne l'avais pas fait, ça aurait été... Voilà. On l'a fait avec respect d'ailleurs. Ce qu'on réclame, ce n'est pas tellement le maintien des privilèges, ce genre de choses, hein, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez donné l'exemple de e-privacy, par exemple. Pourquoi il y a un article 6 qui s'impose aux opérateurs et pourquoi il y a un article 8 qui est pour les GAFA, alors que quand on regarde les usages, c'est exactement les mêmes. Donc on n'est plus du tout dans la revendication des privilèges. Hein. Ça, on l'a été, c'est le rôle... c'est Mario Monti, la grande époque de la Commission européenne, les sorties de monopole, etc. On n'est plus dans ce registre-là. Ce qu'on demande, c'est que l'exemplarité européenne soit pas simplement opposable. Vous savez qu'on le demande avec vous à Bruxelles en ce moment. Je prends exprès cet exemple. Ça fait 3 ans que je me bats pour ça, donc on est d'accord. Mais voilà, ce qu'on cherche à faire comprendre, c'est pas ça. C'est pas le maintien des privilèges, c'est la non-discrimination. Pardonnez-moi, le maintien des privilèges, je ne parlais pas des opérateurs télécoms. Ce qui est une différence de législation sur la data entre la banque, les télécoms et nous, c'est vrai. Qu'il faille se battre pour la déréglementation de ça, et peut-être une réglementation différente après, parce que se base sur un nouveau monde. Vous savez que je suis avec vous. Et on est à Bruxelles ensemble pour le faire, donc je suis tout à fait d'accord. La mentalité des privilèges, je la vois, et je dois faire mon travail, parce que ce ne serait pas honnête autrement, sur, encore en France, plus de la moitié des clients chez lesquels je vais. Mais pourquoi ça m'arrive? Eh oui, ça t'arrive parce que ça t'arrive. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de le dire. Mais tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et je pense qu'au contraire, c'est fondamental que sur la réglementation, on travaille ensemble pour que les conditions soient compétitives pour tout le monde. Aujourd'hui, la banque est défavorisée par rapport à nous pour créer des services... des nouveaux services. Et les télécoms sont défavorisés par rapport à nous sur d'autres situations. Donc, il faudra franchement faire quelque chose sur le sujet. Je suis tout à fait d'accord. Juste une petite question. Donc, il va falloir Dominique Durand, ancien président du Cercle. Il y a un biais qui est plus important que tout ça par rapport au changement, c'est la peur. Je suis un homme de RH. Il y a un vieux principe de RH qui est un pastiche du théorème d'Archimède qui dit toute organisation humaine plongée dans le bain du changement subit une poussée de bas en haut égale au volume des habitudes individuelles déplacées. C'est vrai, monsieur. Et le deuxième dicton RH, c'est le seul être humain qui aime le changement, c'est le bébé mouillé. Mais ce que vit la SNCF, ce qu'on vit en ce moment au niveau de la SNCF, ce qu'on vit au niveau de tout ça, c'est la grande terreur. Parce que nous, on est capable de changer, parce qu'on a une instruction. Moi, je peux dire, je travaille avec des gens. Regardez Carrefour avec ses caissières, regardez les banques avec ses agences bancaires. Tous ces gens qui... Comment eux vont pouvoir changer? Tout le problème qu'on a, si on prend le retail, c'est la question. Je suis d'accord avec vous. C'est la question politique. Mais le problème de la peur est aussi un choix. Est-ce qu'on peut présenter les choses
permettez-moi, évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, et ça, je ne veux pas faire un discours démagogique, mais quand je discute avec les retailers, et je suis dans le board d'un retailer, de combien de nouveaux métiers vont être créés dans les 5 prochaines années dans le retail, et de comment on pourrait dire à quelqu'un qui fait la caissière qu'elle fait un de ces métiers. Quand Alibaba en Chine crée un nouveau mécanisme pour utiliser les magasins pour créer les courses à amener dans les maisons et pas le faire dans des énormes warehouses loin, bah, ils créent des nouveaux métiers et ils ont besoin d'autant de gens qu'il y en avait avant. Donc ce que je me dis, c'est que d'un côté, la peur est légitime, la responsabilité dans ces métiers doit être forte par rapport aux données au reste, mais c'est aussi un énorme frein. Et si on arrive à générer un peu plus de confiance dans le futur, peut-être qu'en Europe, on pourra faire mieux. Parce que quand je regarde l'Europe par rapport à les États-Unis, il faut quand même que je dise la vérité. Après, je dis ce que je vois. Je n'ai pas dit que j'ai raison, mais je serais arrogant si je ne disais pas ce que je pense, et je serais surtout malhonnête. Je pense que, quelquefois, on utilise la peur comme un moyen pour ne pas faire bouger les choses, parce que ça rassure. Je me souviens d'un opérateur, pas télécom, de la télévision, il y a 3 ans, qui me disait « J'ai envie de te faire un procès. Je préfère te faire un procès. » C'est un Italien. Je lui dis « Pourquoi ? Parce que dans les 2 dernières années, je fais plus de fric qu'avec le business model. » Ouais, si le monde finit dans 2 ans, tu as raison. Mais la peur, pour moi, est quelque chose, j'essaye, pour ce que je peux, de la combattre. Je n'ai pas dit qu'on aurait trouvé un modèle inclusif. Je n'ai pas dit que des boîtes comme la mienne sont parfaites. Je n'ai pas dit que le clivage nord-sud est bien. Je n'ai pas dit qu'on fait ce qu'il faut pour créer un monde meilleur. Je ne dis pas que sur l'immigration, on est tous parfaits. Je pense qu'on fait plein de choses, plein d'erreurs. Mais la peur est quelque chose qui génère de la négativité plus que de la positivité, je pense. Monsieur, dernière question. On doit avancer. Si je peux avoir le micro pour monsieur, juste devant moi. Après, Oui, y a-t-il un État qui représente pour vous un Eldorado juridique pour votre activité par rapport à ce qui se passe en Europe ? Non, je ne vois pas d'Eldorado juridique et je pense que... non, je ne vois pas d'Eldorado juridique. Non, je crois pas. Pour l'Eldorado juridique, il faut avoir un bon General Counsel. Ça vous aide à ouvrir beaucoup de choses. Vous verrez. Et il y en a beaucoup dans la salle. Je pense qu'on a... je pense que quand on essaie de construire... évidemment qu'il faudra de nouvelles législations. Évidemment que sur la vie privée, il y a des choses importantes à faire. Évidemment que la situation de la colonie n'est pas parfaite. Moi, l'Eldorado dans lequel je serais, c'est quand on réfléchit par rapport à la situation existante et pas par rapport au passé. Et je crois qu'on a toujours trop tendance à réfléchir par rapport aux points de repère qu'on a, avant de se recréer les définitions et les points de repère. Donc, ce qu'on essaie de contribuer à faire quand on peut, c'est-à-dire créons des points de repère qui sont des points de repère réels sur lesquels on peut créer après une réglementation qui est basée sur la situation actuelle et pas plaquée sur du vivant, parce que c'est dangereux. Merci. Ce n'est qu'une opinion, enfin c'est que mon opinion, je n'ai pas dit d'avoir raison. Merci beaucoup pour vos messages et pour ce que vous avez apporté.